Ce que vous allez voir pourrait changer votre vision de l'Afrique. Dans cette émission explosive, les dirigeants des États du Sahel pointent du doigt l'un des acteurs internationaux les plus puissants, la France. Accusations inédites, révélations politiques, enjeux de souveraineté et risques géopolitiques, tout est sur la table. Ce débat ne parle pas seulement de politique. Il met en lumière des allégations de déstabilisation, de pression externe et de stratégie internationale qui pourraient redessiner l'avenir de 3 pays sahéliens. Restez avec nous. Les déclarations qui suivent font déjà couler beaucoup d'encre. Et certainement que nous allons revenir là-dessus. Il n'y a qu'à se préparer et véritablement avoir des alliances assez stratégiques fortes qui nous permettent de résister. D'ailleurs, des alliances comme ce que nous avons aujourd'hui avec la Russie, qui nous permet quand même de dire aux yeux du monde entier que la France tente non seulement de déstabiliser des régimes en Afrique, mais mieux, la France cherche même à assassiner des chefs d'État. Alors, avant d'en venir aux stratégies pour protéger au mieux nos dirigeants, les dirigeants de l'AES, je donne la parole à Imhotep Bayala. Alors, à la lumière de tout ce qui vient d'être dit autour de ce plateau, on tire la conclusion que ces tentatives de déstabilisation ne sont pas des cas isolés et que l'impérialisme semble avoir le sommet troublé, donc se donne les moyens pour rétablir l'ordre ancien. Oui, absolument. Il faut se rappeler la politique française des ex-colonies et se souvenir que dans les années 1960, quand en cascade, la France a décidé de distribuer comme des galettes mal cuites les indépendances aux différents pays sous sa domination, a commencé en même temps la planification de l'instabilité politique africaine. Selon que c'était un Sékou Touré, alors l'instabilité n'était pas que politique, elle n'était pas que sécuritaire, elle n'était pas que économique, elle atteignait même froidement les aspects humanitaires. Conakry a été même vidé de l'ensemble de ses seringues et des malades sous perfusion se sont vus débarrassés de leur perfusion parce que ce serait des actes humanitaires français. La France a dans son ADN une culture de criminalité et de crimes permanents contre l'humanité. Et je pense que souvent on est complaisant dans un diagnostic approfondi de l'agissement des élites françaises, ce qui fait qu'une certaine élite france-africaine ou france-africaine peu lucide et adepte des récits coloniaux, refusant l'exercice exigeant de la réflexion et de la productivité imaginative hors des récits coloniaux, se contente de répéter à la suite de la France les litanies de bons concepts, démocratie, bonne gouvernance, alors que tous les actes renseignent que le premier ennemi frontal de l'ensemble de ces concepts, ce sont la France, les États-Unis. Et je pense que l'actualité élucide à souhait que les États-Unis ne peuvent pas être cités comme un État respectueux des droits de l'homme, alors que des personnes n'ayant pas leurs papiers aux normes sont tuées au quotidien, jusqu'à des enfants de 7 ans. 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures. C'est violent. Mais comme la pilule coloniale a anesthésié le sens de lucidité de beaucoup de chercheurs des écoles d'anthropologie politique, au fait, ils n'arrivent plus à se réveiller. Certains même ont renoncé au réveil. Ils ont sonné le glas de la capitulation intellectuelle, morale et éthique, face au refus d'admettre que leur maître si vanté, à qui on a créé un habillage fictif de valeurs et de droits absolus sur un certain nombre de concepts, se rendant compte de la fausseté de l'ensemble de ces concepts, alors il y a une majorité d'intellectuels africains qui refusent d'admettre que la France n'est pas un État démocratique, qui refusent d'admettre que la France n'est pas un État de droit, qui refusent d'admettre que les États-Unis ont la culture de la barbarie dans leurs actes politiques en matière de politique extérieure. Est-ce que la DGS, est-ce que les services secrets de renseignement russes révèlent quelque chose d'extraordinaire? Je pense, depuis les années 2010, pour ce qui nous concerne, nous avons à plusieurs fois répété, après avoir lu et appris de l'élimination d'un certain nombre de leaders africains, nous sommes retrouvés extraordinairement que ces faits d'élimination et de tuerie ou de massacres en groupés étaient toujours tachés des couleurs du drapeau français. Le massacre de Biafra, 1967-1970. Quand on prend le massacre des populations de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, le napalm versé sur des résistants, c'est du napalm français, avec des moyens de locomotion françaises, quand on prend l'élimination de Patrice Lumumba. Mais en fait, l'ensemble de ces choses nous ont convaincus, nous, que
dire que la France est responsable du chaos militaire, du chaos politique, économique africain, n'est pas une vue d'esprit, c'est pas une haine contre le blanc, ou c'est pas une haine contre la France. C'est un acte de dénonciation lucide des turpitudes criminelles françaises en Afrique. Et le dire, c'est contribuer à la justice mondiale, c'est contribuer au rayonnement du droit. Mais que disent nos détracteurs ennemis du droit international, alors que portant la veste de la communauté internationale? Oui. Ils ont plutôt récité que nous étions des complotistes. Oui, c'est la théorie du complot. Hein, vous n'avez pas de preuves. Et parce que je vous parlais tout à l'heure du niveau d'anesthésie mentale de certaines élites qui sont arrivées à un niveau où elles ne peuvent même plus, face aux preuves froides et glaciales, admettre que la France, l'État français, est un État voyou par le sommet et par la somme des élites qui se succèdent. Je voudrais dire cela pour que nous ne pensions pas que les services extérieurs russes sont en train de dire, même s'il faut saluer l'acte dans le cadre de notre coopération, de jouer franc jeu et aussi de préserver leurs intérêts stratégiques, parce que ce n'est pas dans leurs intérêts de perdre la coopération avec les États de l'Alliance du Sahel. Donc il faut aussi jouer dans la coopération un niveau de transparence, mais aussi de souci de protection collective. Mais ce sont des faits qui sont déjà su et qui ont été dites par des bouches officielles françaises. Lorsque l'équêtre général d'armée française dit qu'il faut absolument refuser au pays du Sahel l'émancipation économique, l'émancipation par la souveraineté, et qu'il faut même envisager dans l'immédiateté ou à défaut dans 10 ans revenir militairement, au fait il faut manquer de clairvoyance pour comprendre que ce n'est pas dans 10 ans qu'ils vont entamer, et que dès lors qu'il le dit ou avant même de le dire, les machinations sont déjà en œuvre. Un officiel chroniqueur sur BFM TV, à la suite du débarquement du laquais français Bazoum à Niamey, disait à Mondo Vision que le fait que l'armée française ait été chassée, répudiée du Mali et du Niger comme une malpropre, est un acte qui permettait à la France de dissimuler l'ensemble de ces actes d'hostilité contre les pays africains, et que ça allait plus faciliter des opérations secrètes d'élimination du leader Tiani. Est-ce que l'attaque de l'aéroport contredit cela? C'est pour dire qu'à visage découvert à travers des troupes stationnées ou non découvert à travers d'autres processus, ils ont fait le choix que chaque fois qu'un dirigeant est opposé aux intérêts stratégiques vitaux français, alors informer même ce dirigeant qu'on planifie contre lui des tentatives d'élimination, c'est sous-estimer, c'est le manquer de respect. Il doit ancrer cela dans son ADN et avoir une attitude quotidienne, au millimètre près, qui fasse en sorte d'avoir cette conscience-là en permanence et de ne pas se faire surprendre. Merci. Alors, M. Natampega, je reviens à vous. Est-ce que cette façon d'agir de l'administration Macron, d'Emmanuel Macron, est une façon pour la France, comme ça a été dit, de réveiller ses partenariats avec les pays africains, la France-Afrique? Est-ce qu'il est légitime de dire qu'avec ces agissements, la France-Afrique a toujours demeuré et persiste? Madame, si vous revatez à Victor, Biaka, Boda en Côte d'Ivoire, et ça c'est arrivé en 1950 déjà, à ce qui est arrivé au Venezuela, vous verrez effectivement que l'Occident n'a jamais changé sa façon de s'asseoir. Donc, la France-Afrique, on dit effectivement, c'est Macron qui disait que lui il arrivait tout jeune, il n'allait plus faire effectivement la France-Afrique, il allait la dénoncer, mais la réalité l'a vite rattrapé, et il est allé même faire pire. On peut parler aujourd'hui de la renaissance de la France-Afrique. Une renaissance qui passe par quoi? Avant, la France soutenait effectivement les terroristes et dans les États. Mais, n'obtenant pas effectivement ces résultats, les résultats de santé, l'État français est devenu un État terroriste. Et hier, on a soutenu ici l'opération Barracuda. Les gens venaient d'eux-mêmes et ils le faisaient. Et vous voyez qu'on est en train de progresser. Oui. Il faut s'attendre à ce que, vu effectivement que les proxys sont en train d'échouer, qui viennent d'eux-mêmes. Et ceci me permet effectivement de parler de ce que le général Tiani a dit, ce qu'il n'a pas dit et ce qui est apparu. Je disais tantôt que si la DGSE aujourd'hui est le cerveau, que les terroristes sont les bras, c'est qu'il y a des pieds. Et les pieds aujourd'hui, c'est qui? C'est les leaders de certains États voisins qu'il a nommés. Et si on revient effectivement à ce qu'il a dit, il n'a jamais dit que parce qu'il y avait un aéroport, à l'aéroport sur le tarmac nigérien, il y avait effectivement un avion de Air Côte d'Ivoire, que les terroristes étaient arrivés par cet avion. Mais c'est c'est son ministre, qui tentait effectivement de le défendre
Plus gravement encore, vous voyez ce qu'ils disent. Tant qu'on s'attaque effectivement à la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'on s'attaque à la personne effectivement du président Ouattara, alors là, ça devient effectivement un grand délit. C'est pour dire que ces individus sont au-dessus des États. Et ça veut dire effectivement la gravité de la chose. Mais je reviens à ce que le journaliste a dit, et ce que le membre du gouvernement a dit. Il dit, ce n'est pas de la faute effectivement du président Ouattara. Si les terroristes se sont retrouvés effectivement dans l'avion, ont affrété l'avion et se sont retrouvés à l'aéroport. Mais où est cet État où on dit que des terroristes peuvent aller allègrement dans la capitale, aller allègrement de la capitale à l'aéroport et aller affréter un avion qui va effectivement dans un pays frère et pouvoir attendre la nuit pour opérer. Donc c'est pour dire, même objectif, c'est l'objectif commun, parce que si vous regardez, la France aujourd'hui, si on compare de 2020 à 2025 aujourd'hui, prenons d'abord la dette. Elle était effectivement de quel ordre? 2950 en 2020. Aujourd'hui, 4480, presque 3500 milliards d'euros. Même si on dit qu'elle a d'autres activités, on peut quand même se poser la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas effectivement un impact direct du fait effectivement qu'on les ait chassés de ces trois pays? Ensuite, on va dire effectivement, oui, la dette, mais tout le monde peut prendre la dette effectivement pour se développer. Mais regardez la charge de la dette. En 2020, elle était de 25 milliards chaque année. En moins de quelques années, après le départ, elle est aujourd'hui effectivement de 67 milliards chaque année. Et la charge de la dette, c'est ce que vous devez payer annuellement. Donc ce qui pèse annuellement effectivement à l'État. Et où est-ce qu'il faut trouver ça le plus allègrement que dans des pays qui sont supposés être effectivement des prés carrés où on va simplement puiser. Donc pour dire quoi? Pour dire que si vous considérez également en Afrique, au niveau de certains États voisins, prenons la Côte d'Ivoire qui a été citée par le président nigérien, le port d'Abidjan, où les trois pays, avec lesquels les trois pays ne font plus beaucoup d'affaires, est passé de 15 milliards de CFA cette fois-ci, comme chiffre d'affaires annuel, à 150 milliards, parce qu'effectivement, on ne fait plus affaire avec eux. Vous prenez le port du Bénin, à Cotonou. 80% de son chiffre d'affaires venait effectivement de quoi? Venait du Niger. Parce que le Niger donnait 80% de ses pots. Et donc ça faisait 10% de son chiffre d'affaires. Alors tout ceci fait que ça devient un objectif commun. Il faut ramener la France de sorte qu'on puisse réinstaller les préfets et les sous-préfets français dans ces trois pays. Et c'est ça qui mobilise. Et maintenant l'approche, objectif commun, même approche, même stratégie. La stratégie c'est laquelle? C'est utiliser d'abord les terroristes pour qu'ils maintiennent de façon très dangereuse les points où on pouvait exploiter dans nos pays pour être autonomes. Et puis, en attendant qu'ils s'organisent pour arriver eux-mêmes et installer leurs agents. Donc, nous ne pouvons pas oublier et nous ne devons pas négliger le fait que les gens sont prêts à couper les têtes des leaders qui parlent de souveraineté, qui parlent effectivement de développement autocentré, qui parlent effectivement de renégocier des accords. Aujourd'hui, les accords miniers sont en renégociation. Ce n'est pas seulement des questions de taux que nous gagnons. C'est aussi deux choses. L'une des choses... Ce débat ne laisse personne indifférent. Les accusations, les positions officielles et les enjeux géopolitiques soulevés autour des pays de l'AES et de la France posent une question essentielle. Qui influence réellement l'avenir du Sahel? Au-delà des discours, c'est à chacun de s'informer, d'analyser et de garder un esprit critique. Si cette analyse vous a apporté de la valeur, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains décryptages et surtout partagez cette vidéo pour élargir le débat. Votre avis compte. Exprimez-vous en commentaire dans le respect et l'argumentation.